Bienvenue sur pokerstrategy.com, votre école professionnelle de poker. Venons-en au noyau dur de la stratégie Big Stack, le jeu après le flop. Ce que vous faites, et quand vous le faites, dépend fortement de la situation. Que s'est-il passé avant le flop? Quelles sont les cartes communes? Qui sont vos adversaires? Après avoir regardé cette vidéo, vous serez en mesure de trouver vous-même les réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce que je veux atteindre? Comment puis-je l'atteindre? Les vidéos qui suivent, que vous pourrez consulter après avoir répondu au quiz pokerstrategy.com, vous permettront d'affiner ce savoir, de vous présenter les mathématiques du poker et de vous montrer comment la force et l'approche d'une main peuvent changer radicalement dans les différentes situations. Mais commençons par le commencement. Que pouvez-vous toucher? Qu'est-ce qu'une main faite? Il s'agit d'une main, comme par exemple une paire ou un brelan, qui peut d'ores et déjà remporter le pot. Elle n'a pas nécessairement besoin de s'améliorer, et parfois, elle n'a d'ailleurs que peu, voire pas du tout de possibilité d'amélioration. Vous connaissez sans doute déjà la plupart des mains faites. Il peut s'agir de double paire, de quinte, de couleurs, et de mains encore meilleures. On nomme également ces mains des monsters, car elles sont souvent très fortes. Avec celles-ci, vous êtes souvent en tête, et elles vous permettront de gagner pas mal d'argent si vous les jouez correctement. Mais il peut également s'agir de paires et de mains moins fortes. Cependant, seuls deux types de paires sont assez bons pour être expliqués en détail dans cet article. Il s'agit de la top pair et de l'over pair. La top pair. Si vous avez une paire et que celle-ci est composée d'une de vos cartes privatives et de la plus haute des cartes communes, on dit que vous avez une top pair. L'over pair. Si vous avez une paire complète dans votre main de départ et que les cartes dont elle est composée sont plus élevées que n'importe quelle carte commune, alors on appelle cela une overpair. Il n'y a pas de meilleure top pair possible. Attention, certaines doubles paires ne le sont pas vraiment. On ne parle vraiment de double paire que lorsque vous avez une paire composée de l'une de vos cartes privatives et d'une carte commune, ainsi qu'une deuxième paire également composée d'une de vos cartes privatives et d'une des cartes communes. Autrement dit, lorsqu'une des paires est composée de deux cartes communes, alors vous ne pouvez pas vraiment estimer que vous avez une double paire, car cette deuxième paire appartient également à votre adversaire, qui peut ainsi avoir un brelan ou un full, voire une meilleure double paire. Qu'est-ce qu'un tirage? Un tirage est une main qui n'est pas encore une bonne main faite, mais qui pourrait le devenir avec l'aide d'une bonne carte commune sur un des tours d'enchères suivants. Il existe des tirages faibles et forts en fonction du nombre de cartes à même de les aider. Si vous avez un tirage couleur, alors il y a 9 cartes susceptibles de vous aider. En revanche, si vous avez une paire, il n'y a que 2 cartes à même de vous donner un brelan. Vous apprendrez à reconnaître quelle carte vous aide et s'il est profitable de jouer votre tirage dans l'article bronze sur les mathématiques du poker. Vous y aurez accès sitôt que vous aurez réussi le quiz pokerstrategy.com et reçu votre capital de départ. Le tirage quinte bilatéral. Si, avec vos 2 cartes privatives et 2 des cartes communautaires, vous avez une suite de 4 cartes immédiatement consécutives, alors vous avez un tirage quinte bilatéral, qu'on appelle également Open-Ended Straight Draw, ou OESD. Cela signifie que, pour le moment, vous avez une quinte incomplète. Il manque une carte en haut ou en bas de votre quinte. Elle est donc réalisable des deux côtés. Dans notre exemple, 8 cartes vous permettent d'accomplir une quinte, chaque As et chaque 9, et il y en a 4 de chaque dans le talon. Le tirage couleur. Si vous avez 4 cartes de la même couleur, alors vous avez la possibilité de réaliser une couleur. Il faut pour cela qu'une autre carte commune de cette même couleur soit distribuée. Le tirage monster. Un tirage monster est une combinaison entre un tirage couleur et un tirage quinte bilatéral. Vous avez alors aussi bien la possibilité de réaliser une couleur qu'une quinte. Le tirage dit double gutshot. Une autre possibilité de tirage quinte, plus difficile à reconnaître, est formée par le double gutshot, appelé également double belly buster, qui est une combinaison de 2 quintes à un trou. Vous avez pour ainsi dire 2 gutshots d'un coup. Dans notre exemple, il s'agit d'une part de As, Dame, Valet et 10, et d'autre part de Dame, Valet, 10 et 8. Comme vous pouvez le voir, 8 cartes améliorent votre main dans cette situation.
un des 4 rois ou un des 4 neufs. Un double gutshot est donc de la même force qu'un tirage quinte bilatéral. Comme vous l'apprendrez dans l'article ou la vidéo sur la cote implicite, un double gutshot est même légèrement plus profitable qu'un tirage quinte bilatéral dans la mesure où il est plus dur à identifier. Les overcards. Si vous n'avez aucun des tirages évoqués auparavant, et pas non plus de main faite, mais que vos deux cartes sont supérieures à chaque carte commune, alors vous avez des overcards. Ce tirage n'est certes pas très fort, mais si vous touchez une paire, alors vous aurez forcément top pair. Pourquoi miser? Au No Limit Hold'em, c'est le joueur qui utilise son agressivité avec justesse qui finit par l'emporter. Chaque mise et relance doit servir un objectif donné. La maximisation de la value. Le premier objectif possible de votre mise est évident. Vous avez une main forte et souhaitez donc faire rentrer de l'argent dans le pot. Vous désirez que vos adversaires suivent avec une moins bonne main et restent dans le pot. On dit que vous misez pour la value. Mais attention, il ne suffit pas de croire que votre adversaire a une moins bonne main que la vôtre. Il convient surtout de se poser la question, avec quelle main suivra-t-il une mise de votre part et avec quelle main se couchera-t-il? Il n'y a que si votre adversaire vous paye assez souvent avec une moins bonne main que votre mise est faite pour la value. Bluffer. La deuxième justification possible pour une mise est le bluff. Vous voulez pousser votre adversaire à se coucher avec une meilleure main et ainsi remporter le pot. La forme de bluff que l'on rencontre le plus fréquemment aux petites limites est ce qu'on appelle le Dark Tunnel Bluff. Un joueur bluffe sans relâche dans une main donnée, sans réfléchir à ce qu'il fera au tour d'enchère suivant, ni à l'adversaire qu'il a en face de lui. Il mise tout simplement dans l'espoir de pousser son adversaire à se coucher. C'est pourquoi, lorsque vous envisagez de faire un bluff, vous devez respecter 5 règles. Ne faites pas gonfler le pot avec vos bluffs. Tendez à plutôt bluffer quand votre main peut encore s'améliorer. Ne bluffez que contre des joueurs susceptibles d'abandonner la main. Ne bluffez pas contre plusieurs joueurs. Ne bluffez que lorsque vous pouvez représenter une main faite et que votre adversaire aura rarement touché une bonne main. Voici un exemple classique de bonne possibilité de bluff. Ici, le bluff qu'on appelle Continuation Bet est tout à fait justifié. Vous êtes assis au button et avez roi-dame de pique. Tous les joueurs se couchent avant vous et vous relancez à 4 bébés, soit $1 conformément à la Starting Hands Chart. Le Small Blind ainsi que le Big Blind suivent cette mise. Le flop arrive et vous le manquez complètement. Mais peu de cartes avec lesquelles vos adversaires sont susceptibles d'avoir suivi votre relance avant le flop auront touché une main jouable sur ce flop. De plus, vous pouvez tout à fait représenter une paire d'as. Si aucun de vos adversaires n'a touché une top paire d'as, il n'est pas vraiment profitable pour eux de suivre une nouvelle mise de votre part. Un continuation bet est donc justifié dans la mesure où vous pourrez bien souvent remporter la main sans la moindre résistance. Dans l'exemple que voici, nous vous présentons une situation qui ne se prête pas à un bluff. La situation de départ est la même. Tous les joueurs se couchent avant vous, vous relancez, et les blinds suivent. Mais cette fois-ci, les cartes du flop sont très propices au tirage. Elles se connectent avec bon nombre de cartes possibles avec lesquelles vos adversaires pourraient avoir suivi pré-flop. De plus, vous ne pouvez pas vraiment représenter de bonnes mains. En cas d'adversaire très prudent, vous pouvez miser encore une fois, mais sur ce flop, vous aurez toujours des difficultés à faire abandonner vos adversaires. Une autre raison de miser est ce qu'on appelle le continuation bet. Lorsque vous relancez avant le flop, que quelqu'un vous suit, et que vous êtes donc l'agresseur pré-flop, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un continuation bet. En relançant avant le flop, vous avez représenté une meilleure main que celle que vous avez réellement. Si vous misez alors, il s'agit d'un bluff, mais celui-ci fonctionnera régulièrement. En tant qu'agresseur, vous pouvez attaquer bon nombre de flops avec un continuation bet, mais pas tous les flops. Exemple de bon flop. Comme vous pouvez le voir, un bon flop pour un continuation bet de bluff se reconnaît en cela que le tableau n'aura pas aidé beaucoup de mains. Il offre peu de possibilités de tirage et peu de possibilités de mains fortes.
Sur un bon flop, vous pouvez représenter une main forte, tandis que votre adversaire aura rarement les cartes pour aller vérifier que vous bluffez, même s'il en est certain. Sur de tels flops, vous faites donc un continuation bet. Exemple de mauvais flop. Les trois exemples que voici portent le titre « Très propice au tirage ». Si c'est le cas, alors un continuation bet n'est envisageable que si vous n'avez qu'un seul adversaire. Le reste du temps, vous vous contentez de checker. La situation est la suivante. Vous êtes l'agresseur pré-flop et avez plusieurs adversaires. Mais mieux vaut abandonner sur ce flop. Si vos deux adversaires ne sont pas extrêmement tight, alors un conti-bet de bluff n'en vaut pas la peine. Beaucoup de mains auront touché un petit quelque chose, et vous ne pouvez, pour votre part, pas représenter grand-chose. La probabilité que les deux adversaires abandonnent s'affaiblit fortement sur un tel flop. Une autre raison de miser, la protection. Une main faite n'est pas toujours un monster. Bien souvent, vous vous voyez en tête avec une main, mais vous la savez très vulnérable, et vous savez également que votre adversaire attend de toucher une bonne carte commune pour vous plumer. Toutefois, vos adversaires ne peuvent vous rattraper que s'ils touchent une bonne carte commune sur le turn ou la river. Plus cela est probable, plus vous devez protéger votre main fortement. La protection signifie que vous rendez la carte commune suivante trop coûteuse. Si votre adversaire a une main avec laquelle il pourrait rattraper la vôtre, vous lui faites payer un prix que la probabilité de réalisation de son tirage ne lui permet pas de suivre profitablement. Vous en apprendrez plus sur le sujet dans l'article sur les mathématiques du poker, la cote et les outs. En conséquence, si vous avez une bonne main faite, et si beaucoup de tirages sont possibles, alors vous protégez vos cartes en rendant la prochaine carte commune fort coûteuse. Ce sujet repose sur les bases mathématiques du Texas Hold'em que vous découvrirez dans les articles et vidéos bronze avancés. Vous pourrez y accéder sitôt que vous aurez réussi le quiz pokerstrategy.com. Voici maintenant une situation pratique dans laquelle la protection entre en jeu. Une fois encore, tous les joueurs se sont couchés avant vous sur le flop. Avec deux rois, vous relancez naturellement et les blinds vous suivent. Le flop que nous avions présenté comme un mauvais flop pour un bluff auparavant est également un flop sur lequel vous devriez protéger vos mains faites. Il y a beaucoup de tirages possibles. Vos adversaires pourraient avoir un tirage couleur, un tirage quinte bilatéral, une paire ou un gutshot. Dans le pire des cas, un de vos adversaires pourrait avoir une quinte déjà faite, mais c'est assez peu probable. Il vous faut donc rendre la carte commune suivante si coûteuse qu'il n'est pas profitable pour votre adversaire de suivre son tirage. Pourquoi ne pas miser? Il peut y avoir bon nombre de bonnes raisons de ne pas miser ou relancer. Par exemple, lorsque vous n'avez rien en main. Mais il existe trois autres bonnes raisons que l'on appelle le contrôle du pot, le bluff induce et le slow play. Le contrôle du pot. On dit souvent, les gros pots sont pour les grosses mains et les petits pots pour les petites mains. Lorsque vous vous retrouvez sur le flop, vous savez à peu près pour quel type de pot vous souhaiteriez jouer. Si vous avez un monster, vous désirez jouer pour un gros pot et finir all-in si possible. Si vous avez une main faible, vous ne souhaitez pas voir de grosses mises et préférez jouer pour un petit pot. Avec une main moyennement forte, alors l'objectif de votre tactique est de ne pas laisser le pot déborder. Avec une top paire, vous ne souhaitez pas toujours vous retrouver all-in. Et avec une paire moyennement forte, vous ne souhaitez pas suivre de grosses mises, mais plutôt aller voir l'abattage à moindre coût, car vous avez de temps en temps la meilleure main. C'est ce qu'on appelle le contrôle du pot. Pour illustrer notre propos, voici un exemple d'une situation typique de contrôle du pot. Vous relancez avant le flop, votre adversaire suit, et vous avez la position sur lui. Vous êtes assis au button et votre adversaire au big blind. Sur le flop, vous avez top pair. Votre adversaire check, vous misez, et il suit. Le turn ne change pas grand-chose à la situation. Votre adversaire check à nouveau, et vous checkez également. Cette approche est envisageable dans la mesure où il n'y a pas vraiment de tirage, et où vous avez la position. Dans cet exemple, les cartes communautaires ne permettent pas d'autre tirage qu'un gutshot.
Vous ne devez donc pas vraiment protéger votre main. Si vous checkez, il se passe les choses suivantes. Si votre adversaire a une meilleure main, vous lui donnez moins d'argent. Vous préservez un petit pot. Si votre adversaire a une moins bonne main, peut-être une moins bonne paire d'as, une paire de 8 ou une autre paire, alors il en couchera beaucoup si vous misez sur le turn. En revanche, si vous checkez, vous annoncez de la faiblesse, et il misera éventuellement sur la river avec un bluff, ou parce qu'il pense avoir la meilleure main. S'il ne mise pas, il suivra peut-être plus facilement une mise de votre part, car vous avez fait preuve de faiblesse sur le turn. Même avec une bonne voire très bonne main, il peut parfois être justifié de ne pas miser. C'est par exemple le cas lorsque vous souhaitez pratiquer le slow play. Lorsque vous représentez une main plus faible que ne l'est la vôtre, on dit que vous faites du slow play. Vous jouez votre main lentement. En sous-représentant ainsi votre main, vous animez votre adversaire à surjouer une main plus faible, ou vous lui permettez de toucher une main jouable lorsqu'il n'en avait pas. Prenons par exemple une situation où vous touchez un full sur le flop. Il n'y a alors pas vraiment de carte que votre adversaire est susceptible de jouer. En renonçant à une mise sur le flop, vous lui donnez la possibilité de toucher quelque chose de jouable sur le turn, ou bien de faire une erreur sur le flop. Mais le slow play doit être pratiqué avec une très grande prudence. Il est envisageable uniquement, et je dis bien uniquement, lorsque vous ne devez pas protéger votre main. En effet, lorsque vous pratiquez le slow play, vous offrez à votre adversaire une occasion bon marché de voir la prochaine carte commune. Il est donc logique que vous ne puissiez vous le permettre que dans les situations où la carte à venir ne vous dérangera dans quasiment aucun cas. Ne faites pas de slow play contre un trop grand nombre d'adversaires, et ne faites pas de slow play en cas de carte commune trop propice au tirage. Ne le faites également pas quand votre adversaire est passif. Ne le faites que lorsque vous êtes sûr du fait que votre adversaire acceptera votre invitation à surjouer sa main. Si vous avez touché une couleur sur le flop, mais n'avez ni la meilleure couleur possible, celle avec l'as comme carte haute, ni la deuxième ou troisième couleur, alors vous devez à tout prix appuyer directement sur le champignon et essayer d'amener, si possible, tout l'argent au milieu. La raison est simple. Chaque carte de cette couleur plus élevée que les vôtres a maintenant un tirage couleur qui vous battra s'il venait à se réaliser. C'est pourquoi une couleur faible ou moyenne ne doit jamais, mais alors vraiment jamais, être jouée en slow play. En règle générale, le slow play est la moins bonne alternative. Il y a une règle aux limites basses que vous ne devriez jamais oublier. Vos adversaires suivront plus facilement une mise qu'ils ne miseront par eux-mêmes. La raison pour cela a déjà été évoquée. Les joueurs normaux aux limites basses jouent de manière trop loose et trop passive. Un bon exemple pour une situation dans laquelle le slow play est justifié. Vous avez 8-8 au cut-off et un joueur du début de parole relance avant le flop. Vous suivez pour la set value et le big blind suit également. Le flop est quasiment parfait pour vous. Il n'est pas propice au tirage, il ne fera pas trop peur à vos adversaires et il contient un as. Vous ne devez pas protéger votre main et pouvez vous contenter de suivre une mise sur le flop lorsque vous êtes d'avis que cela vous permettra de gagner plus d'argent sur le long terme qu'en relançant directement. Synthétisons un peu. Bon, nous avons déjà vu bon nombre de choses. Il est temps de reprendre notre souffle et de passer en revue les objectifs que vos actions sur le flop peuvent poursuivre. Vos décisions sur le flop s'efforcent de trouver un équilibre entre vos aspirations de gain et de rentabilisation maximum lorsque vous êtes en tête, votre souhait de contrôler le pot et d'ainsi maintenir un prix correct pour les mains plus faibles, votre souhait de rendre les cartes communes à venir le plus cher possible lorsque vous avez des mains vulnérables. Cela nous amène aux 3 conclusions suivantes. Plus votre main est faible, plus le contrôle du pot est important. Plus votre main est forte, plus c'est la value qui importe. Enfin, plus votre main est vulnérable, plus la protection passe au premier plan.
Comment jouer vos mains faites? Le jeu avec les mains faites est relativement simple. Si vous avez la meilleure main, alors vous misez ou relancez. Plus votre main est faible, plus vous devez être attentif au contrôle du pot, en vous efforçant de maintenir un petit pot et en vous couchant en cas de résistance trop soutenue de la part de vos adversaires. Plus vous avez d'adversaires, plus votre main doit être forte. S'il n'y a pas eu de relance avant le flop, ou si vous vous êtes contenté de suivre une relance adverse, alors vous devez avoir vraiment une bonne main pour devenir très actif dans le pot. Ne faites de slow play qu'avec de très bonnes mains. Plus les cartes communes sont propices au tirage, plus vous devez être attentif à la protection et à ne pas laisser vos adversaires voir la carte suivante à moindre frais. Essayez toujours de trouver un bon équilibre entre le contrôle du pot et la protection. Inutile de protéger une main marginale qui pourrait fort bien être déjà battue. Cet exemple traite de l'approche avec une overpair. Vous avez touché une paire de valets en milieu de parole. Évidemment, vous relancez avant le flop. Le button et le big blind suivent tous deux votre relance. Même si le flop permet un tirage couleur et un tirage quinte, sans compter les dangers de brelan et de foule, vous misez à nouveau, car vous désirez savoir où vous en êtes avec votre overpair. La meilleure approche avec cette carte du turn est de miser et de se coucher face à une relance. Votre adversaire vous relancera rarement avec une moins bonne main que la vôtre. Mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre de checker, car même une main comme 2-2 avec un 2-2 trèfle a de très fortes chances de rattraper votre paire de valets. Si votre adversaire se contente de suivre votre mise, alors, soit vous abandonnez directement sur la river, soit vous faites une petite mise et vous couchez face à une relance. Comment jouer les tirages? Pour une approche parfaite avec les tirages, il vous faut une certaine connaissance des concepts mathématiques d'outs, de cotes et de cotes du pot. Vous les découvrirez dans les vidéos bronze après avoir réussi le quiz pokerstrategy.com. En règle générale, on peut dire que dans les pots où personne n'a relancé avant le flop, ainsi que dans les pots où vous vous êtes contenté de suivre une relance, vous pouvez presque toujours jouer les tirages passivement. Avec les tirages forts, tirages couleur et quinte bilatérale, vous pouvez suivre une mise modérée sur le flop. Avec les tirages faibles, comme un gutshot, vous pouvez vous coucher directement dans la plupart des cas. Ne partez surtout pas à la chasse au tirage. Si vous avez un tirage couleur sur le turn, alors vous n'allez même pas le toucher dans 20% des cas sur la river. Si vous suivez une trop grosse mise sur le turn, vous gaspillez inutilement votre argent. Si vous avez relancé avant le flop, alors vous pouvez jouer bon nombre de tirages agressivement sur celui-ci, si toutefois vous n'avez qu'un ou deux adversaires. Par exemple, vous faites presque toujours un continuation bet sur le flop avec un tirage fort. Lorsque vous jouez un tirage agressivement, n'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'un bluff. D'ailleurs, on appelle cette approche un semi-bluff. Si votre bluff ne fonctionne pas, vous pouvez également remporter le pot si votre main s'améliore. Cependant, lorsque vous jouez un tirage agressivement, la règle reste la même que pour tout bluff. Cela ne peut être justifié que si vos adversaires sont en mesure de se coucher. Contre un nombre élevé de joueurs, et contre les joueurs qui, par principe, suivent chaque mise, vous ne pouvez pas bluffer, et ne devriez donc pas jouer vos tirages agressivement. Dans cet exemple, il n'y a pas eu de relance avant le flop, et il y a 5 joueurs, vous y compris, sur le flop. Vous avez un tirage fort et des overcards par-dessus le marché, un roi et un valet, qui rendent votre tirage encore meilleur. Normalement, vous ne devriez pas faire de semi-bluff, car vous amènerez trop peu souvent vos adversaires à se coucher. Toutefois, dans cette situation, vous pouvez vous permettre de miser. La raison principale est que vous avez la position, et que, donc, tous vos adversaires devront agir avant vous. De plus, beaucoup de cartes du turn ou de la river vous aideront. Si un adversaire vous suit, vous toucherez assez souvent une bonne carte sur le turn ou la river pour tout de même remporter le pot. Pour résumer, cette vidéo vous a présenté un aperçu d'ensemble de tous les concepts importants pour le jeu après le flop.
Bien entendu, il ne couvre pas l'ensemble de ce vaste sujet, mais il reste un grand nombre de vidéos et articles qui traitent exhaustivement du jeu après le flop et auxquels vous aurez accès après avoir réussi le quiz pokerstrategy.com. Ce que vous devriez retenir, c'est le rapport entre le contrôle du pot et la protection. Vous ne souhaitez pas jouer pour un gros pot avec une main moyennement forte, mais vous ne souhaitez pas pour autant offrir une carte bon marché à votre adversaire avec laquelle il pourrait vous rattraper. Vous devriez également avoir compris qu'une mise ne vous est profitable que si elle protège votre main face au tirage ou si de moins bonnes mains peuvent vous suivre. Si vous avez l'occasion de voir l'abattage gratuitement sur la river, et si votre main n'est pas excellente, alors saisissez cette occasion. En règle générale, sur le flop, le turn et la river, les règles sont les mêmes qu'avant le flop. Vous jouez de manière tight et êtes en mesure d'éviter les situations marginales. Vous jouez agressivement et êtes actif, au lieu de constamment suivre des mises adverses. Vous jouez la position et vous efforcez, dans la mesure du possible, d'avoir toujours la position sur vos adversaires. Dans les vidéos à venir, nous nous concentrerons plus sur les détails. Nous y explorerons des situations de jeu particulières et comment les jouer au mieux avec les différentes mains possibles. Toute l'équipe pokerstrategy.com vous souhaite bien de la réussite dans votre carrière de poker.